La troisième strate d'analyse politique du jeu vidéo offre une dimension distincte des deux premières. Elle est tout à fait particulière car elle se déploie dans l'identité générique du jeu. On cherche à comprendre ici les objectifs fixés pour créer le contenu d'un jeu. Comme j'ai déjà pu en parler lors de la vidéo évoquant la valeur dans les jeux, ces derniers ne peuvent être produits que pour un joueur, et plus particulièrement pour une expérience de joueur. En quel sens doit-on comprendre cette expérience? C'est ce terme que je souhaite ici éclairer, car il nous permettra de saisir l'importance de cette dernière perspective. Puisque le joueur est la condition sine qua non pour créer un jeu, c'est à partir de nous que le jeu prend forme. Ce n'est pas le jeu qui fait le joueur, mais l'inverse, et nous le retrouvons dès l'enfance. Lorsque je voyais un oiseau se poser à portée de regard, parfois, je faisais comme s'il s'agissait d'un Pokémon qu'il fallait affronter. De là, je sortais ma fictive Pokéball pour un affrontement d'anthologie tout autant fictif avec un pigeon. Oh là là, ça y est, monsieur raconte sa vie. Mais tu sais mon petit, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. I. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec mon rire? Ah. Don't judge me, please, thank you. C'est l'attitude qui importe puisque c'est elle qui propose de jouer. Le jeu est donc une invitation donnée à notre subjectivité. Il se crée sur la base d'un rapport entre celui qui active le jeu et le joueur. C'est une seule et même personne divisée en deux entités. Un peu comme au cinéma ou au théâtre. D'un côté vous avez la personne qui interprète et de l'autre l'interprété, c'est-à-dire le personnage joué. Mon exemple précédent avec Pokémon semble définir le jeu comme une attitude gratuite, c'est-à-dire que le jeu ne pourrait devenir qu'à partir du moment où je déciderai de jouer librement, arbitrairement. En outre, la finalité propre du jeu ne viserait pas l'utilité. En premier lieu, nous jouerions pour le jeu. Toute l'expérience de joueur résiderait dans le spirituel. Le joueur ne serait pas un travailleur en relation avec la matière, mais un artiste qui construirait son identité et son être dans ce monde. Toutefois, la question politique arrive au moment où le jeu s'instaure comme un moyen pour une fin extérieure à lui. Peut-on encore considérer un jeu qui est utilisé par exemple pour former quelqu'un à mieux trier ses déchets, pour réussir un plan drague, pour former des salariés, pour apprendre une leçon à l'école? Est-ce qu'en faisant ainsi, on ne volerait pas l'identité du jeu? C'est le processus de ludification ou gamification qui est au cœur de ces questionnements. Nombreux sont les penseurs qui estiment qu'une telle évolution du jeu est une démarche qui détruit la part créatrice et personnalisante du jeu. La ludification numérique serait la réduction du jeu vidéo en des stimuli. Il s'agirait alors de motiver l'individu par le biais de récompenses et de sanctions, les points, les trophées, les punitions, etc., pour guider la personne à réaliser un objectif précis. Pire, étant donné que cet objectif est en dehors du jeu, l'intérêt même de jouer se perdrait, l'attitude nécessaire au jeu se briserait. On voit bien que l'on a affaire à deux visions du jeu, notamment vidéo. Doit-il être une expérience improductive ou une expérience pouvant s'intégrer dans une démarche utilitaire? Dans tous les cas, nous voyons bien que le jeu demande un joueur. La difficulté réside dans le fait qu'on ne peut savoir si on peut parler de jeux vidéo lorsque ce sont seulement ces techniques qui sont exportées ailleurs, c'est-à-dire là où on considère que l'on a franchi la frontière du divertissement. Et si c'était le cas? Un joueur est-il seulement un être diverti? Un être mis à l'écart d'une réalité plus concrète? Non, pas la mise à l'écart. Moi tout gentil, moi poteau sur toi, partout. L'identité d'un jeu vidéo dépend de l'existence d'une expérience, mais cela ne nous dit pas pour autant si cet être est ou doit être le fruit d'un processus libre et conscient, ou au contraire déterminé et psychologiquement conditionné. Au final, si cette troisième strate est effectivement une analyse politique, ses ressorts, ses arguments sont métaphysiques. Pour ma part, j'estime que l'identité du ludique est située exactement dans la tension entre le jeu et le non-jeu. En effet, l'hypothèse du jeu est déjà formulée alors même que nous recherchons à savoir si l'objet analysé est une simulation ou une réalité. Lorsque le footballeur est sur un terrain, à partir de quand peut-on considérer qu'il ne joue plus mais qu'il travaille?
Vous pouvez me rétorquer en me disant que c'est un cas tout à fait particulier dans le domaine du marché du travail. Je vous répondrai que l'ensemble des métiers peuvent se régler de façon ludique, et notamment par le travailleur lui-même. Quand est-ce que je ne sers à rien et quand est-ce que je suis utile? L'identité du jeu vidéo et du divertissement n'est-il pas au contraire ce qui le réduit? Jouer revient alors à dupliquer l'activité humaine. L'activité simulée, par exemple le football amateur, ne peut s'exprimer qu'en contradiction avec une activité simulante, c'est-à-dire qui peut être simulée, par exemple le football professionnel. Je peux faire quelque chose qui compte pour du beurre, comme on dit, mais cette même chose peut aussi compter pour de bon. À l'image d'un tutoriel d'un jeu vidéo, je peux faire une partie gratuite, m'expliquant les principes du jeu, avant de me lancer dans le dur, dans le jeu qui me propose le sérieux de son contenu. En somme, l'expérience de joueur est une affaire politique, de débats idéologiques, lorsque l'on cherche comme maintenant à la définir. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre ce questionnement à travers un court-métrage réalisé par des ingénieurs israéliens. Le lien est dans la description. Il s'agit d'imaginer, sous forme de science-fiction, un monde où la gamification a comprimé la réalité humaine dans les mains de la technologie. La promesse politique d'un jeu vidéo ne s'arrête pas pour autant à construire un savoir qui catégorise et qui stratifie. Comprendre politiquement un jeu vidéo, c'est voir aussi, si elle est possible, de quelle manière l'expérience de joueur devient une activité politique.